Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, je reçois dans ce studio Gisèle Halimi, un homme qui a eu plusieurs vies, puisqu'il est passé des déchets à la ferraille et aux œuvres d'art. Il va nous expliquer ce singulier parcours. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Bonjour Stéphane Debost. Bonjour. Bonjour Audrey Marchal, ma camarade de radio. Vous l'avez entendu souvent sur cette antenne, vous parlez d'opéra. Et puis Maëva Felt, notre stagiaire journaliste qui est aussi présente en studio et qui interviendra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, Stéphane Debost? J'ai vu en préparant l'émission, ingénieur chimiste, vous êtes spécialisé en sciences de l'environnement, en technologie, vous avez travaillé pour de grands groupes. J'ai cru comprendre que vous aviez l'air étonné quand je l'annonçais, mais que vous êtes un peu occupé de collecte de déchets, puis de ferraille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que c'est fini tout ça, on s'occupe plus que d'art. Mais je dirais que ma première vie, j'ai fait ce que la société m'a demandé. Alors effectivement, j'ai fait des études assez poussées en France, à l'international, de la recherche en collecte et traitement de déchets. Et j'ai su une chose quand j'ai fait ça, c'est que je voulais pas être chimiste, c'est-à-dire que je voulais pas être enfermé dans un labo. Donc je suis rentré en France en cherchant du travail dans la chimie sans faire de chimie et dans l'environnement. Et donc j'ai été patron dans d'abord de petites structures, puis de structures de plus en plus grosses, décentralisées, quelques centaines de collaborateurs pour des grands groupes mondiaux de l'environnement. Effectivement. Mais le déchet, c'est l'avenir aujourd'hui. Alors, les déchets, c'est l'avenir, mais ça le reste. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai aimé œuvrer dans cet univers où je faisais du bien à la planète. Mais à titre personnel, ma grande passion, c'était l'art. J'ai acheté ma première toile, j'avais 18 ans et même quand j'étais dans des fonctions assez prenantes, j'arrivais à passer une journée et demie dans les musées, dans les ateliers d'artistes. Et à un moment, j'ai eu envie de me rapprocher de cette passion-là. Donc, adieu la ferraille, adieu le déchet, adieu les grands groupes et bonjour l'art. Et bonjour là, oui, effectivement. Et ça commençait où alors? Parce que acheter des tableaux, on peut toujours acheter des tableaux sans pour autant en faire commerce, en devenir un professionnel. En fait, l'idée première, c'était pas tant d'être galeriste. Je voulais être conservateur de musée. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup les vieilles pierres, le patrimoine, les œuvres anciennes, toute la marque en fait de notre passage sur Terre. Sauf qu'en France, on est dans des petites cases et que moi, scientifique, on m'a refusé la formation de conservateur. C'est-à-dire qu'ils ont estimé et ils estiment au niveau des hautes sphères de l'éducation, que les scientifiques n'ont pas la sensibilité pour être conservateurs de musées. Et pourtant, dans les musées, il y a quand même des scientifiques et des gens oui, qui font pour tous les aspects restauration, voilà, etc., oui. Mais pas pour la direction et la conservation. Donc, j'ai repris des études à Paris sur la valorisation des patrimoines. Et l'idée, c'était d'être directeur d'équipements culturels en dehors des musées pour valoriser des centres d'interprétation, des parcs naturels, etc. Mais ça ouvrait essentiellement des portes sur Paris. Moi, j'avais des enfants dans l'ouest de la France, j'avais aucune envie effectivement de m'en éloigner et donc je suis revenu dans une petite ville que j'affectionnais particulièrement qui s'appelle Clisson. Qui se trouve où qui se trouve au sud de Nantes en fait. Clisson est plus connu mondialement et en France comme étant le siège du Hellfest, une grande manifestation effectivement musicale, mais c'est aussi une ville médiévale extraordinaire qui a un patrimoine formidable, une ville de 7000 habitants. Et en fait, j'ai ouvert une galerie d'art là-bas, au départ sur une intuition. J'avais une petite maison médiévale que j'avais rachetée et qui avait une vitrine. Et en fait, dans cette maison où j'habitais, j'ai poussé la porte et j'ai mis un écriteau en disant « In arte veritas », la vérité dans l'art. Et j'ai commencé à croiser des gens que je connaissais pas le matin à 11h et avec lesquels je finissais la journée à 23h en ayant refait le monde, joué aux échecs, parlé d'art, vendu de l'art, le cas échéant. C'était pas tout à fait le même régime sur le plan purement financier, peut-être quand même. Hein. Non, alors ça, c'est quelque chose qui est assez difficile, en fait. Non pas difficile dans la réalité, c'est difficile dans l'anticipation qu'on en a. C'est-à-dire que quand j'étais dans les grands groupes, j'avais des promotions tous les 2 ans et à un moment, vous gagnez très très bien votre vie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les voitures de collection, les voyages, enfin, nourrir toutes les passions que j'avais. Et c'est vrai que plus vous montez, personnellement, moi, plus je me sentais en décalage avec cette réalité. Je me souviens qu'à 30 ans, on m'avait dit « t'as réussi ta vie ».
parce que j'étais le plus jeune directeur de France dans mon secteur d'environnement, j'avais la société la plus rentable de France, j'avais une maison, femme, enfant. Et je me suis dit, mais c'est flippant, c'est-à-dire à 30 ans, mais qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Si c'est ça la vie, les 55 prochaines années, qu'est-ce que je fais? Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus vite. Sauf que plus vous montez, effectivement, plus vous dites, je me sens de plus en plus en décalage humainement, et en même temps, c'est assez confortable de pouvoir nourrir d'autres sphères de passion. Et après, tout simplement, vous faites une décroissance heureuse. Donc, on vend les voitures de collection, on achète une petite maison de 86 mètres carrés, on voyage moins, on voyage différemment. Et puis après, les choses se font parce qu'avec la passion et la sincérité, ça se reconstruit. Est-ce que la famille le comprend? Parce que finalement, c'est une démarche, entre guillemets, égoïste. Je me sens pas bien là où je suis. Je vais aller vers là où est mon plaisir, là où je pourrais me réaliser. Mais la famille... En fait, ma grande crainte, c'était pour mes enfants. Mais à l'époque, ils étaient assez petits. Ils avaient 6 ans et 3 ans. Donc, il n'y a pas eu de réclamation. Oui, mais en même temps, je me sentais... j'ai mis longtemps à basculer, notamment vers cette maison de Clisson qui était loin, d'ailleurs, de là où ils avaient leurs attaches, leurs habitudes, leur école. C'était à 25 km. Et j'ai longtemps hésité, d'ailleurs, à l'acquérir, en me disant, mais qui suis-je pour imposer mon plaisir à mes enfants? Parce que ça voulait dire le matin avoir 20 minutes de route de plus, donc 40 minutes de plus de voiture pour eux. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, pour qu'eux soient épanouis, il fallait que je sois épanoui. Et que pour rendre des enfants heureux, la meilleure façon, c'est encore que leur père, mère et environnement, effectivement, soient heureux. Et donc, j'étais vers mon bonheur pour participer du leur. Donc, Clisson, alors on a appris où se trouvait Clisson, parce que moi, j'ignorais que Clisson existait avant de vous rencontrer, donc c'est bien, merci. Vous avez ouvert cette galerie et puis vous auriez pu vous en tenir là, mais c'est pas tout à... Vous reprenez un peu finalement votre schéma de pensée ancien quand vous travaillez notamment pour Suez, on peut les citer, il n'y a pas de raison. C'est l'expansion. C'est-à-dire qu'en fait, quand les choses se passent bien, c'est une propension à ce que vous vous libériez aussi. Et puis j'avais des aspirations pour revoir rentrer certains artistes que vous ne pouvez pas rentrer quand vous avez une maison de galerie. Et puis après, il a fallu effectivement que j'isole et que je sépare ce qu'était ma maison de mon activité. Donc j'ai eu un premier local de 40 mètres carrés. Puis après, ça me permettait pas de porter les œuvres que j'aspirais à porter. Donc j'ai pris un deuxième local de 160 mètres carrés. Et puis petit à petit, vous rentrez des artistes dont les prix des œuvres sont à plus de 10 000 euros. Sur une ville de 7 000 habitants, vous n'avez pas même si elle avait un potentiel touristique, vous n'avez pas la potentialité, la visibilité. Donc il faut aller vers une autre ville. Donc j'ai pris 200 mètres carrés à Angers. Puis ça s'est développé, ça s'est transformé en 600 mètres carrés. Et puis, mais c'était pas une volonté affichée du tout. En fait, à aucun moment, je me suis dit, OK, quand je commence il y a 10 ans, je vais structurer non pas une galerie, mais des galeries avec une dynamique de groupe décentralisée comme je l'ai connue. Vous n'auriez pas eu le passé que vous avez eu, c'est-à-dire globalement chef d'entreprise, même si vous étiez cadre, vous n'auriez pas peut-être fait cette démarche, non? D'ouvrir une galerie, oui. De le développer comme j'ai fait, non. De la développer comme vous l'avez fait. Ça, c'est sûr que non. Donc, vous y mettez un peu votre passé professionnel qui ressurgit dans le management. Des fonctionnements, des habitudes, des automatismes, et en tout cas des facilités à ne pas avoir peur, à oser. Je trouve que c'est la meilleure façon de vivre sa vie, c'est d'oser. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais si vous ne l'avez pas fait, ça, c'est beaucoup plus problématique. Et puis après, moi, j'ai des prises de décision qui sont très rapides. C'était déjà le cas dans les grands groupes. C'était un peu plus compliqué dans les grands groupes parce qu'en fait, je passais 80% de mon énergie contre le groupe et 20% contre les concurrents. Essayer de convaincre que... Parce que c'est très structuré, ça se veut structurant, mais parfois, c'est assez... Ça bride certaines dynamiques. Alors que j'ai décidé d'acheter la galerie de Toulouse, la plus ancienne galerie de Toulouse, la galerie Alain Daudet, en 2 minutes sur un salon. J'ai décidé de créer la galerie de Valence sur un appel qu'on m'a fait d'un lieu qui existait, qui était assez magique. Je précise, en Espagne. Valence en Espagne, Valencia, la ville la plus agréable du monde depuis 4 ans, en tout cas élue comme telle. Ça, je l'ai décidé en 10 minutes. Et en fait, voilà, j'ai décidé d'être galeriste en 5, acheter Toulouse en 2 et Valence en 10. Donc, il faut que l'intendance se suive, notamment la financière derrière quand même. Après, on se débrouille, en fait. Tout ça coûte des sous. Le problème, c'est que quand vous êtes optimiste, les problèmes viennent après. Alors ça, c'est bien. Mais en l'occurrence, quand j'ai acheté Toulouse, là, j'ai évidemment été obligé de lever des fonds avec une banque. Enfin, j'avais déjà une première banque, j'ai levé des fonds aussi auprès d'une deuxième pour boucler l'enveloppe. Et par contre, c'est concomitamment qu'on m'a proposé Valence par rapport à la dynamique que je venais d'afficher avec la création et le rachat de Toulouse.
Et je n'ai pas anticipé que les banques ne suivraient pas sur l'Espagne. Ils m'ont dit, t'es bien gentil, mais il y a un mois, on t'a lâché X centaines de milliers d'euros. Donc pour l'Espagne, tu vas te débrouiller. Et donc en fait, par contre, ça a grévé ma trésorerie, puisqu'il a fallu que je rénove un local dans un bâtiment classé de 250 mètres carrés. Le local, donc par contre la galerie est extraordinaire, mais je l'ai fait sur des fonds propres. Et puis lancer dans un nouveau pays, alors dont je maîtrise particulièrement bien la langue, mais j'ai pas forcément les automatismes, j'avais aucune connaissance locale, en tout cas de réseau. Donc la première année, effectivement, j'ai perdu de l'argent. Donc cette perte d'argent plus le lancement effectivement du local avec Force Travaux fait que ça a beaucoup grévé la trésorerie du groupe l'année dernière et ça a rendu effectivement la situation globale du groupe plus compliquée dans un marché qui était baissier l'année dernière. 2022 a été la plus forte année du marché de l'art historique et 2023 avec la guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse des taux, effectivement il y a eu un repli sur ces acquisitions d'œuvres d'art qui pour beaucoup ne sont absolument pas essentielles. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer des associés, on cède un peu de capital ou on augmente le capital, ce qui revient un peu à se marginaliser un tout petit peu. Alors, j'avais rentré un associé au moment où effectivement il a fallu que j'aille vers Angers parce que j'avais besoin d'une levée de fonds. Ça c'était, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui a 15% de mon groupe, qui était un client, devenu un ami, puis un associé, qui était le plus gros client à l'époque. Et à un moment, je l'ai appelé en disant, bon, ça te dirait pas, il était dans le désamiantage, leader en France du désamiantage. Tant qu'à acheter des tableaux, voilà, achète la galerie directement. Mais l'année dernière, non, j'ai pas eu besoin de le faire. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé 100 heures par semaine, sur nombre de semaines, donc, et 80 pour les semaines les plus calmes. Et puis, il a fallu surtout staffer le groupe en recrutant des gens, donc, comme Audrey, que je suis ravi d'avoir recruté, parce qu'effectivement, quand vous rachetez une galerie ou que vous en créez une, dans nos métiers, on est sur des métiers, effectivement, de l'humain, où il n'y a pas d'école de formation, il n'y a pas de formation type. Audrey, chanteuse lyrique, j'ai un autre directeur que j'ai recruté l'année dernière sur Angers, qui est brillant aussi, mais qui était libraire, donc pas du tout dans les mêmes sphères. Comment vous êtes rencontrés d'ailleurs, tous les deux, qui connaît Audrey depuis longtemps? C'était pas évident, vous arrivez, vous débarquez, vous achetez à la Galerie Daudet, qui est effectivement peut-être la plus ancienne de Toulouse. En tout cas, elle avait 36 ans d'existence. La plus connue, hein, il n'a pas toujours été là, je crois qu'il avait commencé en périphérie de Toulouse avant de venir ici. Et vous trouvez une chanteuse lyrique comme ça en débarquant à Toulouse? Mais c'est moi qui t'ai trouvé, Stéphane. En fait, je connaissais moi la Galerie Daudet, j'étais moi-même cliente et j'étais intrinsèquement amoureuse du monde de l'art. Ou associés, directeur, c'est extraordinaire. Vous allez pouvoir fonctionner rien qu'entre vous, en circuit fermé, presque. Et en réalité, j'avais vu que la galerie avait été rachetée et j'étais tombée sur un article parlant de Stéphane Debost et j'avais été intriguée par ce parcours très original et j'avais dans l'idée pour me rapprocher du monde de l'art et pour en même temps continuer la pratique du coaching vocal en prise de parole en public, qui était déjà une profession que j'avais démarrée simultanément à mes dernières années là, de chant lyrique, de chanteuse lyrique. J'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à imaginer sur la prise de parole avec comme support le tableau plutôt que soi-même. Je trouvais que c'était intéressant. Je trouve toujours intéressant de parler d'autre chose que de soi-même. Et donc j'ai sollicité Stéphane pour lui proposer quelque chose. Alors je l'ai contacté sur LinkedIn. Bonjour monsieur, votre parcours était intéressant. J'aimerais que vous soumettre une idée que j'ai entre la voix, le coaching et les tableaux. Et en fin de compte, voilà. De fil en aiguille, on a construit un relationnel. Et alors même que je cherchais quelqu'un, pour le coup, j'avais normalement une personne qui était anticipée comme étant directrice et qui finalement a choisi à la dernière minute un autre poste. Et Audrey, effectivement, s'est trouvée être de façon extrêmement opportune, à la fois intéressée par le poste, ce qui m'a surpris parce que je l'anticipais pas comme tel, et avec les compétences et les appétences, puisqu'en fait moi j'ai un recrutement qui est assez atypique, vous le voyez, et je cherche surtout des gens qui ont, au-delà d'une dynamique effectivement commerciale quand on est dans une position de galerie, mais une vraie intelligence émotionnelle, une sensibilité aux mots, à l'humain, une compréhension de la psyché humaine, puisqu'effectivement, je suis convaincu qu'on a besoin d'art. J'ai appelé la galerie Inarte, et maintenant le groupe de galerie Inarte Veritas, la vérité dans l'art. J'aurais jamais appelé ce groupe Stéphane Debost, ça me serait même pas venu à l'esprit. Je suis absolument convaincu qu'on en a besoin d'art, mais que les gens en aient l'anticipation, l'intuition, ou même n'en aient absolument aucune conscience, pour les amener non seulement à s'ouvrir face à l'art,
parce que ça peut être déclencheur de beaucoup de bonnes choses humainement, mais aussi d'oser franchir le pas d'une acquisition, de trouver des modalités de financement, parce que plus les artistes effectivement sont visibles, crédibles internationalement, plus effectivement le niveau de prix peut être élevé. Tout ça nécessite une grande finesse dans l'accompagnement. C'est souvent des ventes qui peuvent se faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça nécessite des tempéraments et des psychologies tout à fait particulières. Donc effectivement, Audrey est de ce point de vue extrêmement bluffante, puisque ça fait 2 mois qu'elle est là, elle a totalement pris ses marques. Elle nous a bluffé à la radio aussi, je vous rassure. Donc, elle avait des milliers d'écoutes, effectivement. C'est pas compliqué de gérer plusieurs points de vente comme ça, parce que vous avez Clisson, vous avez Angers, vous avez Toulouse et maintenant Valence. Alors, en plus, Valence, c'est loin. Clisson, pour le coup, je l'ai fermé effectivement fin 2018 parce que je m'épuisais. Entre-temps, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais 3 points de vente à 100 km. Maintenant, j'ai 3 points de vente à 1300 km. Oui, alors comment on arrive à gérer tout ça? Vous faites circuler les œuvres d'une galerie à l'autre? Voilà. Alors, il y a à la fois les œuvres qui circulent, il y a le bonhomme qui circule, puisque moi, je passe à peu près une semaine par mois à Toulouse, une semaine par mois à Valence, 2 semaines sur Angers. Mais l'idée, c'est surtout d'avoir de bons relais. C'est là où l'année dernière, parce qu'en fait, on est passé de 4 à 16 personnes en un an dans le groupe. Donc l'année dernière a été vraiment une année de transition. Et la difficulté, ça a été justement de tenir et de construire ce réseau, ce relationnel, cette stabilité aussi financière, à un moment où je n'avais pas encore les directeurs. Maintenant que j'ai Audrey ici, Julien Parez, mon directeur de Galerie Angers, c'est beaucoup plus simple parce que déjà, je suis beaucoup plus épaulé. Néanmoins, il y a toujours une société, c'est vivant. J'ai eu une collaboratrice récemment qui était la première employée du groupe, qui a voulu repartir vers d'autres sphères parce qu'elle était fascinée par l'univers du jeu vidéo, et après avoir travaillé en galerie, avoir fait des études pour travailler en galerie, maintenant elle veut coder des jeux vidéo. Vous avez toujours des... C'est moins fascinant quand même. Oui, en tout cas elle est fascinée, c'est surtout ça qui est important, c'est-à-dire qu'elle aille vers sa passion comme je l'ai fait moi. L'art en était une, mais la passion des jeux vidéo était plus grande. Ça veut dire qu'à une échelle effectivement de groupe ou de société qui reste petite finalement, et avec des structures qui chacune n'ont que peu de collaborateurs, dès que vous avez un mouvement de ce type, ça fait toujours effectivement des mouvements qui sont importants à accompagner, à anticiper. Et puis à côté de ça, on a une visibilité qui est croissante, des sollicitations qui sont croissantes. Là, depuis cette année, on travaille avec la ville de Narbonne qui est venue vers nous pour monter en puissance sur la qualité de ces expositions. Donc, ça veut dire que vous allez ouvrir à Narbonne ? Non, c'est-à-dire que Narbonne nous ouvre ses lieux d'exposition. Hier soir, j'étais au vernissage avec Audrey d'un artiste qui s'appelle Alben, qui est un artiste international qu'on présente depuis des années. Donc là, ils ont un lieu qui s'appelle la Chapelle des Pénitents Bleus, avec une scénographie qui a été magnifique, des lumières extraordinaires. Je vous invite à y aller. En une semaine, il y a eu 2500 personnes qui sont venues. On a une autre exposition en ce moment à Narbonne au sein du Palais des Archevêques, Palais 15e, donc qui leur sert d'hôtel de ville. Vous avez une salle qui s'appelle la salle des consuls, qui est une salle extraordinaire. On en est à 25 000 personnes en 6 semaines d'exposition d'un duo de sculpteurs espagnols qu'on représente, qui s'appelle Coder chez Malavia. Qui ont est-ce que les gens viennent, mais est-ce qu'ils achètent aussi? Alors, ils viennent, et sur l'exposition effectivement de Coder chez Malavia, on a déjà de très belles ventes. Alors c'est génial ça finalement. Vous avez une ville qui vous offre un local et qui fait la publicité, qui vous amène des acheteurs. Voilà. Fabuleux ça. Ça effectivement, ça fait partie des heureuses surprises. Alors je vais pas dire de ce métier, mais de ce que la passion, la résilience, l'exigence aussi ont pu apporter de visibilité. À un moment, les choses se font. Là récemment, j'ai eu un article dans le magazine Entreprendre sur In Arte Veritas, un rapport à l'art décomplexé, puisque j'ai une approche de l'art qui est assez atypique, et une construction d'un groupe en dehors des grandes sphères que sont Paris, Saint-Paul-de-Vence, Saint-Tropez ou Honfleur, qui est aussi atypique dans le paysage français notamment. Et suite à cet article, cette double page, j'ai Forbes qui m'a appelé, le MEDEF de Paris. Donc petit à petit, effectivement, il y a une dynamique qui se crée. Ce qu'il faut, c'est pouvoir réussir à l'accompagner, à la consolider. Mais quand vous osez, si vous vous donnez les moyens, après, il faut effectivement être désireux de travailler pas mal. Et je travaille beaucoup. On fait une première pause musicale. C'est vous qui l'avez choisi. Qui est Pierre Lapointe? Alors, Pierre Lapointe, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Bobby Lapointe, oui, est un artiste... Non. Moi, je suis très amoureux des mots, c'est-à-dire que ma sensibilité, elle est forte, et mes talents, si j'en ai, ils sont pas du tout picturaux. J'ai commencé à acheter parce que très vite, j'ai compris que j'arriverais pas à dessiner. Peut-être qu'un jour, je me mettrai à la sculpture, ça me semble plus facile d'appréhender la matière.
Mais par contre, j'écrivais beaucoup quand j'étais petit. J'étais président d'une compagnie de théâtre et on écrivait nos textes, des pièces assez sensibles et pointues. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai toujours été très attiré depuis l'enfance par les chansons à texte. Et Pierre Lapointe est un chanteur qui a une écriture extrêmement forte. Et cette chanson, je déteste ma vie, elle me fascine parce que, bon, à la fois, moi, j'adore la mienne. Mais dans cette écriture qu'il a, c'est toute la nostalgie, toute la tristesse, tout le côté absolument poignant de l'humain, parce qu'en fait, c'est une chanson d'amour qui dit qu'il déteste sa vie quand il n'est pas avec la personne qu'il aime. Et en fait, ce sont des chansons qui, quand je les écoute, me ramènent à l'essentiel, c'est-à-dire notre connexion au vivant, notre connexion à l'humain, d'avoir cette espèce de puissance de sentiments et d'émotions. Et ça me fascine, c'est très addictif. Bien, après cette belle présentation, on va l'écouter, on ne peut que l'aimer. J'ai volé dans le ciel, les mains pleines de rêves, poussé par la chaleur du soleil et des vents doux. J'ai laissé les distractions se tuer entre elles, et j'ai volé au loin, au bien trop loin de toi. J'ai parcouru du regard nos liens de l'Est à l'Ouest, pour finir par laisser tous nos bonheurs en reste. J'ai tenu mes envies de revenir en laisse, et j'ai pleuré au loin, au bien trop loin de toi. Je déteste ma vie, c'est long ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Je déteste ma vie, c'est long ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. J'ai crié comme j'ai pu que j'avais ma place, sur la terre comme au ciel, voulu laisser ma trace. J'ai joué mes bonheurs faciles à pile ou face, et j'ai perdu au loin, au bien trop loin de toi. Et depuis les éclairs me rappellent à la guerre, comme si au combat mes convictions redevenaient fières. J'ai embrassé 3 fois la main de Lucifer, et j'ai brûlé au loin, au bien trop loin de toi. Je déteste ma vie, c'est long ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Je déteste ma vie, c'est long ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Je déteste ma vie, c'est long ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Je déteste ma vie, c'est long ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Voilà, je déteste ma vie, tout le contraire de celle de mon invité qui adore la sienne, c'est fan de boss. Ben, il adore parce qu'il se la fait tous les jours, il met la main à la pâte, si je puis dire, il se laisse pas porter par les événements. Alors, les galeries, comment ça marche une galerie? Comment ça fonctionne au quotidien? Il y a des artistes, comment vous les trouvez? Est-ce que vous avez une ligne éditoriale, dirait l'éditeur? Alors la ligne éditoriale, c'est celle du collectionneur. C'est-à-dire que moi, avant d'être galeriste, je suis un collectionneur assez compulsif. Je suis le plus gros client, toujours, de la galerie. Personne n'a acheté plus que moi. Et vous ne faites pas des abus de biens sociaux, au moins. Non, du tout.
du tout, mais ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours été moi vers la figuration. Ça, c'était mon attirance première, c'est-à-dire que j'avais ce désir de créer, j'en avais l'incapacité manuelle. J'ai jamais été un manuel aux grandes dames de mon père qui voulait m'apprendre le bricolage. Et donc, j'ai acheté ma première toile à 18 ans. C'était une toile figurative. Et donc, dès que j'ai ouvert la galerie, effectivement, il y a 10 ans, la première à Clisson, j'ai été vers des artistes figuratifs et des artistes figuratifs puissants. Je suis particulièrement attiré par l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste figuratif puissant ? C'est-à-dire que j'ai toujours été fasciné, au-delà du talent intrinsèque de créer des œuvres, d'avoir une capacité de représenter le vivant. C'est par la puissance d'expression des sentiments. La chanson qu'on vient d'entendre est dans cette ligne-là. Et donc, j'étais fasciné par des gens qui avaient une espèce de noirceur à traduire, une douleur. Alors, la ligne au départ, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que je trouvais ça tellement fou qu'on puisse traduire sur toile, notamment, plus qu'en sculpture encore, mais sur toile, l'éviscération de l'humain, la lacération, la douleur, l'amour, la passion. Et donc, j'ai eu au départ, j'ai rentré des artistes, alors qui étaient des artistes que je pouvais rentrer. C'est-à-dire quand vous êtes une galerie qui n'est pas connue, que vous avez une maison-galerie atypique dans une petite ville de 7000 habitants, vous ne rentrez pas de grands noms de la scène internationale, très clairement. Donc, au départ, j'ai rentré à la fois des artistes que j'avais collectionnés moi, et des artistes que j'avais croisés aux alentours du bassin de la Loire-Atlantique, grosso modo. C'est une technique intéressante, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu dangereuse ? Ça veut dire que vos clients doivent avoir les mêmes goûts que vous, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc effectivement, alors deux choses, c'est-à-dire que avoir les mêmes goûts que soi et ou que l'on ouvre le regard des gens, c'est plus ça. C'est-à-dire que moi, j'ai 80% de primo-accédants en art et qui sont des gens qui n'avaient jamais acheté avant de passer le seuil de la portique. Donc vous êtes un passeur, c'est ça ? Pour beaucoup, oui. Et j'aime cette idée d'éduquer, non pas à l'art, je me permettrai pas de le dire, surtout que moi j'ai aucune formation. Je me sentais illégitime quand j'ai ouvert la galerie d'art et au départ, donc j'ai acheté un livre sur l'histoire de l'art, pour le dire quand même. J'ai lu la première page et j'ai jamais lu la seconde. Donc après, effectivement, petit à petit, j'ai appris ce qu'était le marché, j'ai appris l'envers du décor de ce qu'était une exposition, etc. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup accompagné les gens à oser s'offrir une œuvre d'art et à oser se libérer. Donc je rejoins effectivement de ce point de vue le discours d'Audrey, oser se libérer face à une œuvre. Par contre, très vite, ce que j'ai identifié, c'est que la puissance de certaines de ces écritures, moi, elles me fascinaient en tant que collectionneur, mais effectivement, elles étaient un peu sombres à avoir dans un intérieur. Et donc, petit à petit, la ligne s'est allégée en termes d'énergie. Il y a eu un peu plus de joie et de gaieté qui s'est inscrit. Ça s'est ouvert un peu. Voilà, ça s'est ouvert. Mais d'une façon générale, ce vers quoi j'ai tendu et ce vers quoi je tends toujours, c'est à la fois de la figuration à 99,9%, et désormais, je n'ai plus que des artistes qui sont uniques dans leur écriture au niveau mondial. C'est-à-dire que là, c'est vraiment à la fois le collectionneur, mais pour le coup aussi le galeriste qui parle, l'avantage d'avoir des artistes qui sont uniques ou alors qui ont initié un mouvement. Et dans ce cas-là, s'ils sont copiés, ce que je veux, moi, en tant que collectionneur et galeriste, c'est défendre et porter celui qui a lancé une dynamique sur le marché. C'est que vous vous retrouvez face à des artistes qui sont immédiatement reconnaissables. C'est-à-dire que si vous l'avez vu une fois il y a 10 ans, vous reconnaissez. À partir du moment où ils ne sont pas ou s'ils sont copiés, qu'ils sont à l'origine effectivement d'un mouvement, ils vont prévaloir sur le marché très clairement. Et pour beaucoup de ces artistes, sont des artistes autodidactes. L'avantage d'un autodidacte, c'est que il n'a pas été formaté comme peut l'être parfois la formation aux Beaux-Arts, où on vous dit qu'il faut peindre comme ça, écrire comme ça. L'artiste qui est en exposition en ce moment à Narbonne, Alben, est un artiste complètement autodidacte, qui était au départ spécialiste de résine pour l'aérospatiale. Et l'art, ça s'apprend pas. C'est-à-dire que l'art, ça se construit dans le temps. Vous portez quelque chose ou vous le portez pas. Oui. Après, ce qui se construit quand même, c'est le médium, c'est la façon, c'est la technique. De la même, voilà, la technique. C'est-à-dire que si vous commencez à écrire des poèmes à 20 ans ou des romans à 20 ans, à 40, vous les aurez nourris d'un vécu beaucoup plus puissant. Et aujourd'hui, je n'ai plus dans la galerie d'artistes qui aient moins de 20 ans de carrière. C'était le cas au départ, il y a 10 ans, maintenant ça ne l'est plus. Effectivement, quand vous avez 20 ans de carrière, vous commencez à avoir vraiment une patte très identifiée, très marquée, assumée, et qui va trouver, le cas échéant, un public. Alors, quelle relation vous avez avec ces artistes ? Parce que vous les représentez, c'est-à-dire que
vous n'achetez pas leurs œuvres, vous les accrochez, et après, il y a des arrangements financiers, bien évidemment, j'imagine. Alors, l'un et ou l'autre. C'est-à-dire que, pour répondre effectivement à votre question première, comment fonctionne une galerie? En fait, on est là pour mettre en lien des artistes et un marché. C'est-à-dire que pour qu'un artiste donne la pleine expression de son art, il faut qu'il s'y dédie à 100%. Je me souviens d'un collectionneur qui me disait ma fille de 16 ans aimerait être artiste, quel conseil vous pouvez lui donner? Je lui ai dit qu'elle se prépare à 10 ans de galère minimum. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, je n'ai connu qu'un artiste moi dans ma carrière qui dès le départ a immédiatement eu un succès tel qu'il a gagné très très bien sa vie, mais généralement les premières années vous faites des boulots alimentaires. Et donc effectivement, pour réussir à faire en sorte qu'il n'ait plus besoin de ces boulots alimentaires, qu'il puisse vraiment se donner à fond, il faut réussir à les vendre. Et donc, à la fois, on est là pour accompagner, donner une visibilité, une crédibilité, le cas échéant, consolider une cote, orienter aussi, le cas échéant, une production. Quand on a un regard assez pointu de collectionneur, comme c'est mon cas, c'est arrivé. En fait, à un moment, vous gagnez la confiance des artistes et vous pouvez être amené, vous sentir assez libre de lui dire, ça, franchement, ça marche pas, ou ça, est-ce que tu as essayé ça? Alban, donc Alben, qui est en exposition à Narbonne depuis hier, il y a un certain nombre de pièces dont je suis à l'origine dans la créativité, c'est-à-dire en me disant, tiens, et si tu fais ça et ça, lui, il est dans la réalisation parce qu'il va cautionner, le cas échéant, évidemment, cette pièce. Mais au départ, effectivement, l'essentiel des pièces sont en dépôt. C'est-à-dire que... Pardon, je vous coupe, Stéphane. Ça veut dire qu'il y a quand même un accompagnement de l'artiste au niveau de sa production. Est-ce qu'on peut comparer la façon dont vous concevez votre métier avec un travail d'éditeur dans une belle maison d'édition? Oui, oui, très clairement. Enfin, la façon dont je conçois le métier et dont j'aime à penser que l'essentiel de mes collègues le fait. Mais ça dépend vraiment de la qualité de la relation que vous avez avec l'artiste, parce que... Il faut qu'il accepte aussi. Il faut qu'il accepte. Il faut qu'il vous trouve assez crédible dans votre approche, dans votre compréhension de son art, du métier, du marché, pour que ça matche et qu'éventuellement vous le fassiez évoluer. Donc ça, c'est vraiment des relations qui sont clairement des relations humaines extrêmement fortes. Je pense pouvoir dire que tous les artistes que j'ai sont devenus des amis. Beaucoup de clients aussi, et un certain nombre de collaborateurs étaient des amis avant de devenir aussi des collaborateurs. Donc c'est un monde effectivement de la passion, mais où il y a une... Il y a des hommes et des femmes où... Alors, dans les artistes, effectivement, j'ai une représentation, moi, qui est à peu près à un moment... alors, j'ai pu regarder ça depuis peut-être 2 ans, mais il y a 2 ans, j'avais regardé que pile poil. J'étais effectivement dans cet équilibre et des énergies et des harmonies. Il y a une différence entre une œuvre faite par un homme et une femme quand on la voit comme ça. Est-ce que, sans connaître l'auteur, est-ce qu'on peut dire, en voyant un tableau, une sculpture, une représentation quelconque, c'est un homme ou c'est une femme, ou peu importe? Ça ne se voit pas. Alors, il y a quand même, pour certaines des productions, des artistes qui vont être effectivement plus puissants dans leur écriture, plus de force parfois sur une écriture masculine, une sensibilité plus délicate, effectivement, sur une écriture féminine. Oui, on retrouve quand même, je pense notamment à une artiste qui s'appelle Lydia Kostanek, qui est une artiste polonaise, qui fait des céramiques extraordinaires, mais qui est sur le féminin sacré, sur la libération de la femme. Quand vous voyez ces céramiques, à aucun moment vous ne pouvez même imaginer une seconde que ce soit un homme qui les ait faites, très clairement. Mais donc voilà, la relation se construit comme ça. Les œuvres au départ sont en dépôt, pour l'essentiel. Des Français ou des étrangers, ou les deux? Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup d'artistes internationaux. Certains vivent à l'étranger, d'autres sont des artistes chinois, polonais qui sont en France et que j'ai connus comme tels. Donc j'ai aujourd'hui une majorité néanmoins bien sûr d'artistes français, mais j'ai beaucoup d'artistes espagnols, j'ai des artistes chinois, vietnamiens, hongkongais, polonais, mexicains. Hongkongais et chinois, c'est un peu pareil maintenant. Hein. Malheureusement pour eux. Donc voilà, après récemment j'étais au Mexique, j'y ai de la famille et je suis tombé sur un sculpteur mexicain fabuleux, donc je l'ai rentré et pour la première fois ces œuvres qui sont très visibles au Mexique et en Amérique latine se sont retrouvées à être exposées en Europe aussi pour la première fois. Donc voilà, c'est vraiment un moment où vous êtes pas forcément en recherche. En fait, je suis jamais fondamentalement en recherche, mais je suis très ouvert et donc on accueille. Finalement, voilà. C'est mieux quand on trouve sans chercher. Voilà. Et la différence, c'est qu'au départ, par contre, pour vous répondre sur comment on trouve les artistes, quand vous êtes une galerie qui débute, vous allez être très sollicité. Alors, on l'est déjà, je dois avoir peut-être une centaine de sollicitations. Rien que ce matin, j'en ai eu 7.
cet artiste qui vous demande à rentrer. Au départ, parmi ces artistes qui vous demandent, vous en avez moins au départ, mais vous allez pouvoir choisir effectivement des orientations qui vous touchent, ou alors certains artistes, comme je vous le disais, que je pouvais connaître, etc. Mais quand vous commencez maintenant à être sur un certain niveau de visibilité, de ligne, et qu'en même temps, il y a cette clientèle en face que vous avez construite, qui s'attend à ce que vous vous proposiez des œuvres d'une certaine qualité patrimoniale aussi, puisqu'à un certain niveau de prix, de qualité, l'art devient aussi une réflexion d'investissement. C'est à vous d'aller chercher, en tant que collectionneur, en tant que galeriste, des choses qui peuvent à la fois compléter votre ligne, vous séduire, mais séduire un certain public. Et là, vous vous retrouvez sur des artistes qui sont très sollicités au niveau français, international ou mondial. Et là, les rapports s'inversent. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander de préacheter les œuvres. Et pour certains, ils peuvent vous dire je peux pas bosser avec toi avant 2-3 ans parce que j'ai tellement de sollicitations que j'ai des projets institutionnels avec des grandes galeries, peut-être en 2026. Donc voilà, quand on commence effectivement à avoir une ligne beaucoup plus pointue, rentrer un nouvel artiste est beaucoup plus compliqué et se fait avec beaucoup plus d'anticipation. Alors les clients que vous évoquiez, que vous guidez, vous avez dit il y a des primo-acheteurs la plupart du temps, c'est quelle typologie? C'est quand même des gens qui ont de l'argent. J'imagine que ce que vous vendez, il faut avoir une bourse un peu rebondie pour se le payer. Alors, effectivement, on est aujourd'hui sur... je vends des œuvres qui sont entre 3 000 et 200 000 euros. Quand j'ai commencé la première année... C'est large comme éventail. Hein, C'est large parce que je vends aussi des monumentales. Quand vous vendez une monumentale qui fait 550 kilos en bronze, d'artistes qui ont eu le premier prix mondial de sculpture, vous êtes sur ces niveaux de prix-là. Après, j'ai aussi récemment vendu une œuvre à 212 000 euros parce qu'une cliente espagnole cherchait une œuvre du 19e siècle. J'ai mis 4 mois à la trouver sur le marché international. Alors, c'est une démarche différente. Vous ne l'avez pas chez vous. C'est quelqu'un qui vient vous dire « Je veux ça, trouvez-le-moi ». Voilà. Je veux un Caravage, trouvez-le-moi, par exemple. C'est l'idée. Caravage, j'aurais plus de mal que... Vous savez qu'on en trouve dans les greniers à Toulouse. Je sais. Mais pourquoi croyez-vous que j'ai ouvert à Toulouse? Mais bon, de plus en plus, en fait, on a ce crédit, et j'ai, à titre personnel, ce crédit d'avoir une connaissance marché, y compris au niveau mondial, et d'avoir la capacité de sourcer, parce que moi, j'ai moi-même dans mes collections des œuvres du XVIe siècle, j'ai des sculptures chinoises qui ont 1500 ans, dans ma chambre, j'ai une lettre d'amour de Victor Hugo. Je trouve que ces univers... jamais, ça là, je n'envisage pas de venir voir ça dans votre chambre. Mais effectivement, je suis convaincu que l'art ancien, l'art contemporain, donc de nos contemporains, des artistes vivants peuvent parfaitement se marier. Maintenant, effectivement, le prix moyen a beaucoup grossi. Donc, pour accompagner ça, à la fois, la clientèle, c'est vrai, a évolué. Aujourd'hui, j'ai quand même essentiellement des clients qui sont des chefs d'entreprise, des professions libérales à 80%. Parce qu'il y a des lois de finances qui sont facilitatrices, en fait, les lois dites sur le mécénat. Facilitatrices, oui, c'est le cas de le dire. Mais qui conçoivent, ou en tout cas écrivent très clairement que l'art fait du bien. Il y a notamment une loi qui s'appelle la loi Yagon, qui dit que quel que soit l'objet social de votre société, vous pouvez avoir de l'art dans vos locaux parce que ça fait du bien aux collaborateurs, ça fait du bien dans le relationnel. Et je pense notamment au premier gros client qui est devenu mon associé, Aurélien, qui avait une société de désamiantage, que la première fois, il m'a acheté 19 œuvres. Il a complètement redécoré ses locaux. Quand vous arrivez dans une société pour parler de désamiantage et que vous voyez des œuvres d'art, très vite, vous ne parlez plus que de ça, ou essentiellement de ça. Et ça ouvre d'autres champs. On est en collaboration aussi sur certains sujets avec le Garage Pelleras, et qui a commencé à faire des expositions. Donc, mêlant voitures et voitures d'exception, en l'occurrence sur Pelleras Legends et œuvres d'art. Et Grégory, le directeur, nous disait combien, y compris des clients historiques qu'il avait depuis 20 ans, du jour où il a fait cette exposition, au milieu de ces voitures que ses clients achetaient, ils ont commencé à parler d'autre chose, à parler de leur vécu, à parler de leur parcours. En fait, ça ouvre des champs de conscience qui sont assez fascinants. Il faudrait peut-être le faire rembourser par la Sécu, non ? Ah, mais en tout cas, je vous suis. Vous savez, j'ai un des plus beaux compliments qui m'a été fait, c'est un Antoine, je vais pas donner son nom de famille, mais lui se reconnaîtra. Antoine, un client devenu ami, un jeune médecin de 35 ans qui m'a dit, tu sais, quand je t'ai connu, j'étais déprimé, tu m'as redonné goût à la vie. Parce que, voilà, les œuvres d'art, ça peut faire ça. Ah, vous êtes dans le soin aussi, comme beaucoup. Alors, vous avez racheté la galerie Daudet. Bon, nous émettons de Toulouse, même si on est entendu partout. Il faudrait que vous nous disiez un peu qu'est-ce qu'on trouve. Peut-être on pourrait demander à Audrey Marchal, qui au quotidien
vous recevra si vous... Alors tout le monde sait où se trouve la galerie Daudet, mais vous pouvez peut-être, Audrey, redonner l'adresse. Donc l'adresse de la galerie In Arte Veritas. Maintenant, pardon, oui, je suis... C'était l'ancienne galerie Daudet. Je date, effectivement, vous faites bien de me le faire remarquer. In Arte Veritas. Et c'est une galerie qui a de l'histoire et ça en fait partie. Et donc la galerie In Arte Veritas se trouve au 10 rue de la Trinité. Donc au plein cœur de Toulouse. En plein cœur de Toulouse. Un bel espace qui est vaste. Oui, entre la place de la Trinité et la place Ouex, on a la chance d'avoir une galerie qui est lumineuse. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je trouve toujours que... Ce qui est rare parce que c'est souvent de tout petits espaces, les galeries, des espèces de couloirs. Vous en avez qui sont pas très loin de chez vous, qui sont vraiment toutes petites. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve évidemment des tableaux, des sculptures et aussi des pièces d'art qui sont réalisées par des artistes plasticiens qui se situent un petit peu entre les deux. C'est une lourde responsabilité de présenter la galerie devant, devant le dirigeant des galeries In Arte Veritas à côté de moi. On y trouve donc vraiment des formes variées d'expression. On va trouver du bronze, de la résine, on va trouver du collage, on va trouver en fait différentes écritures, différentes manières de s'exprimer. Plus je passe du temps dans la galerie, plus j'apprends au contact des artistes, des clients, de mes collègues. C'est un métier fabuleux finalement de vivre. Pour moi c'est merveilleux parce que je ne cesse d'apprendre. Vous la payez pas, Stéphane. Ah non. Et en plus, j'attends qu'elle me rémunère. Elle devrait. C'est une vie merveilleuse. On apprend toutes les manières différentes d'exprimer des choses différentes, parfois les mêmes, mais au gré de moyens différents. Les supports sont différents, les moyens d'expression sont différents. Et au sein même d'un même donc chez un même artiste, il y a toujours aussi une variété d'expressions. Là, je pense par exemple à des sculptures de Valérie Hadida, peut-être première sculptrice française. Là, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement la chance, ce qu'on disait, d'avoir des artistes qui aujourd'hui ont une visibilité remarquable. Valérie Hadida, en l'occurrence, c'est la sculptrice française qui vend le plus au monde. Ses ventes ont été multipliées par 10 depuis le Covid. Elle avait déjà une belle visibilité internationale, mais ça a explosé parce que ce sont ces petites bonnes femmes, comme elle les appelle. Une ligne qu'elle a initiée quand elle a eu sa fille il y a un peu plus de 20 ans, sont d'une douceur exquise. Moi, je m'en étais offert pour mes 40 ans. J'en avais offert à ma compagne pour ses 40 ans également. Et ce sont des œuvres qui font du bien. On a aussi actuellement, si vous rentrez dans la galerie, 2 collages de Virut Panchabus, qui est un artiste que j'avais connu lors d'un tour du monde sac à dos. Parce que quand vous quittez les grands groupes, avant de basculer vers l'art, vous oxygénez l'esprit. Il y a un sas de décontamination. Donc le sas de décompression, ça a été un tour du monde sac à dos, et notamment en Thaïlande, j'ai croisé un artiste qui s'appelle Virut Panchabus, que j'ai rentré ensuite. D'abord, je l'ai rentré en tant que collectionneur, puis je l'ai rentré ensuite en termes de propositions artistiques. Aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand artiste de collage. Ses délais d'obtention d'œuvres ont été multipliés par 5. Aujourd'hui, il faut 15 mois pour avoir des œuvres. Ses prix ont été multipliés par 4 en 7 ans. Et donc voilà, on le représente en exclusivité sur l'Europe du Sud. Mais ces gens qui sont sollicités, qui ont des années de commandes de vente, ça reste vraiment des artistes ? Ah oui. Alors, c'est-à-dire que récemment, j'ai arrêté une collaboration avec un artiste qui n'était plus vraiment un artiste, c'est-à-dire qu'il y avait un atelier de 20 personnes derrière. Oui, remarquez, jadis, c'était quand même bien le fonctionnement de la plupart des peintres. Alors, c'est-à-dire que je reste très attaché au fait que la patte de l'artiste soit posée, à ce que la même vérité humaine, la même sensibilité, la même humilité continue. Virut, je lui ai fait une très belle expo récemment, là, en décembre, en Espagne. Donc, il y a eu beaucoup d'interviews télé, beaucoup de visibilité. Voilà, il a 20 ans de carrière, très reconnu, très réputé. On avait jusqu'à 500 personnes par jour dans la galerie. C'était assez compliqué à gérer, objectivement, même si l'espace de la galerie de Valencia est aussi très beau. Mais il a la même humilité, au-delà du fait que ce soit un Thaïlandais. Et donc ça, j'apprécie particulièrement. Et c'est ce qui porte pour moi à la fois la qualité intrinsèque et la continuité de la qualité du travail, parce qu'il y a cette remise en question permanente. Ça veut dire que c'est vraiment une œuvre d'art, parce qu'on pourrait poser la question bateau, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art ? C'est vrai que quand on voit de l'art moderne, parfois on se demande si c'est pas plus de la déco que de l'art. Non, mais entrez chez In Arte Veritas, vous poserez pas la question. On est certain qu'on est dans l'art.
Alors, qu'est-ce que l'art? C'est vrai que c'est une vraie question. Vous savez ce que disait Poussin, la fin de l'art est la délectation. Donc, est-ce qu'on se délecte toujours? Alors, moi, je me délecte toujours. Est-ce qu'il faut pas une culture chez le client pour vraiment apprécier? Si vous allez voir une exposition, il faut connaître quand même l'artiste, il faut connaître un peu son passé, ses œuvres, son style, etc. Alors, c'est marrant, j'ai lu un article pas plus tard qu'avant-hier sur quelles sont les 5 façons de s'approprier une exposition artistique contemporaine et qu'est-ce qu'il est judicieux de faire. Et donc, il disait, renseignez-vous avant sur l'artiste, renseignez-vous sur le lieu d'exposition, le musée, son orientation pour bien comprendre, lisez, soyez distanciés, n'allez pas vers votre première intuition. C'est peut-être beaucoup, là, quand même. Oui, non, mais concrètement, j'entends, mais ça n'est pas moi la façon dont j'aime à vivre l'art. Ça, sont des réflexions qui pourraient accompagner tout ce qui est vers l'art conceptuel. Clairement, moi, c'est un art qui ne m'émeut pas, qui ne parle qu'à l'intellect. Et quand il faut 2 pages de texte pour expliquer pourquoi il y a X0 au niveau du prix, c'est quelque chose que personnellement, je ne cautionne pas. Ça reste artistique fondamentalement dans la façon d'appréhender une réalité humaine ou politique par une proposition différente. Ok. Maintenant, l'art que je promeus, c'est un art figuratif. L'avantage de l'art figuratif, c'est que si vous savez dire j'aime ou j'aime pas, vous en savez assez. C'est-à-dire que toutes les propositions qu'on a, vous pouvez... C'est très subjectif, j'aime ou j'aime pas. Oui, mais justement, non mais j'entends. C'est-à-dire que vous pouvez même aimer Hanouna et ses émissions. Pour autant, il y a beaucoup à dire. Oui, donc je dirais que j'aime pas. En l'occurrence, je dirais que j'aime pas. Et je m'autorise à le dire. Mais ce que je veux dire, il est clair que si vous rentrez par exemple à la galerie ou n'importe laquelle des galeries, on travaille environ avec 35 artistes. Aucune des galeries n'a la capacité de présenter les 35 en même temps. Donc je vous invite à faire le parcours, mais plus largement à venir régulièrement. Les œuvres changent. On alterne des expositions collectives et des expositions individuelles. D'une exposition individuelle à l'autre, sur un même lieu, on essaie de changer l'énergie, une expo un peu plus classique, une expo un peu plus péchue. Mais fondamentalement, quand vous rentrez dans nos galeries, la plupart du temps, 95% du temps, vous trouverez quelque chose qui vous plaît. L'idée n'est pas nécessairement que vous l'accompagnez d'un acte d'achat, mais parfois une pièce qui va plaire à quelqu'un va déplaire à l'autre, une écriture va plaire à l'un et pas à l'autre, mais l'avantage c'est qu'on a une proposition plurielle. Moi j'ai coutume de dire que l'unité naît de la diversité. Donc effectivement, on a au sein de ces propositions artistiques des choses plurielles. Donc on a par exemple un sculpteur animalier qui s'appelle Jean-François Gambino, qui a une écriture très, très instinctive, une animalité, une présence de l'animal qui est fascinante, mais avec des éclatés, quelque chose de très brut. Et on représente en même temps Michel Bassompierre, qui est le sculpteur animalier qui vend le plus au monde, qui lui a une écriture extrêmement lisse. Les gens qui aiment Gambino n'aiment pas, le travail de Jean-François Gambino, n'aiment pas le travail de Michel Bassompierre, et réciproquement. Et l'avantage, c'est d'essayer d'avoir une proposition qui soit plurielle, à la fois de ma sensibilité, mais de l'ouvrir à un large public. Et le public, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Parce que quelque chose qui est absolument fascinant à la galerie, c'est que on va avoir vraiment un public qui est varié. On va avoir des personnes qui vont rentrer parce qu'elles nous font confiance et qu'elles viennent clairement pour un investissement, parce qu'elles veulent qu'il soit pertinent et ils nous font confiance à cet égard. Mais j'ai tellement de personnes qui entrent et je m'en félicite. Et ça, c'est vraiment une des missions que je me fixe parce que je pense qu'on a une responsabilité en tant que galerie sur le rapport que les gens développent avec l'art et notamment les plus jeunes. Combien de personnes entrent, alors parfois pour la première fois, elles s'autorisent enfin, alors peut-être que ça tient à un sourire et ils sentent qu'ils seront bien accueillis et pas dévisagés comme peut-être ailleurs. Les gens entrent à nouveau et prennent cette habitude d'entrer pour prendre leur dose d'art, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'ils savent qu'à la galerie, ils nous disent quel bien ça me fait de venir, d'absorber l'énergie qui se dégage. Est-ce que je peux entrer? Est-ce que je peux revenir? Et ça, c'est vraiment, je trouve, la plus belle preuve de la beauté. Elle est bien, il faut la garder. Oui, mais ça répond en fait à la question que vous aviez eue sur le profil de nos clients. En fait, il est pluriel parce que ça n'est pas nécessairement fondamentalement une question de moyens. C'est une question d'orientation de moyens. Mais notre plus jeune client, et je vais d'ailleurs bientôt faire réaliser une interview et tout un accompagnement de ça, parce que je trouve ça fascinant. Il a découvert la galerie en Espagne quand il avait 16 ans, et le jour de ses 17 ans, il s'est offert une œuvre. Et depuis, il s'en est offert une deuxième. Alors, ça ne doit pas être un étudiant lambda, quand même. Il s'est offert une œuvre à 1 500 €. Alors, ça reste une belle somme. Pour ce qui est des propositions aujourd'hui que l'on a, c'est probablement l'œuvre la moins chère que nous avions.
Mais voilà, il a travaillé l'été, il se l'est offert. Et je suis assez fasciné de ça. Je me souviens d'une femme qui était en intérim en tant que vendeuse en bijouterie, qui gagnait 1 600 € net et qui s'est achetée pour 50 000 € d'œuvres d'art. Mais alors, comment l'a-t-elle fait ? À 50 ans, elle a vendu 2 parkings qu'elle s'était achetés pour ses 25 ans à Paris. Et en fait, elle s'est dit, je me fais plaisir. Et elle a transféré des choses qui étaient du bâti immobilier dans la ville Lumière pour des choses qui faisaient beaucoup plus sens. Et en même temps, j'ai croisé notamment en Espagne, parce qu'en Espagne, on a accueilli la galerie, on m'a accueilli de façon assez phénoménale. J'ai eu beaucoup plus de visibilité médiatique, de liens dans des hautes sphères en 10 mois en Espagne, ou en 1 an maintenant en Espagne, qu'au départ sur les premières années de la galerie. J'ai croisé des milliardaires qui n'ont jamais acheté d'œuvres d'art et dont je suis à peu près convaincu, je pense à une personne notamment, qui n'en achèteront jamais. Donc c'est pas forcément non plus le rapport au pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans l'éducation. Est-ce qu'il y a une éducation à l'art aujourd'hui ? Alors, je n'ai pas l'impression que... Alors, vous on essaie d'y participer, c'est-à-dire que... Mais l'éducation nationale, non ? Absolument pas. En fait... Oui, enfin, ça c'est sorti spontanément. Alors, je ne sais pas si les hautes sphères ministérielles nous écoutent. Je dirais absolument pas. Je dirais absolument pas. En fait, ma compréhension, c'est qu'en France, on a une culture muséale. Les gens sont très habitués à voir des œuvres d'art sur les cimaises des musées. Quand vous allez dans les pays du Nord, nous, on est des Latins fondamentalement, on sort, on va beaucoup investir effectivement l'espace extérieur, les moments de collégialité dans les bars, etc. Quand vous êtes dans les maisons du Nord, je pense notamment à Amsterdam et plus au Nord, ils ont beaucoup d'œuvres d'art. Mais quand je dis beaucoup d'œuvres d'art, si vous allez à Amsterdam... Ils ont beaucoup de choses dans les vitrines à Amsterdam. Oui, et si vous allez à Amsterdam, en fait, ils ont besoin de lumière, donc ils ne tirent jamais les rideaux. Si vous regardez au travers des vitres, parce que en tant que collectionneur, j'ai regardé ça, toutes les maisons ont des œuvres d'art. Ils investissent beaucoup plus leurs intérieurs, pour le coup, sur de l'abstraction. Mais c'est vraiment culturel. Moi, je me souviens, quand j'ai ouvert la galerie, j'avais aucun de mes amis d'enfance donc j'ai gardé tous mes amis de maternelle, en tout cas un grand nombre. J'avais aucun ami d'enfance qui avait de l'art. Mais à force de voir du beau, à force d'être invité aux vernissages, recevoir nos newsletters, parce que, évidemment, ce sont mes amis, donc je les calculais pas du tout comme clients, mais ce sont mes amis, donc je leur ouvre mon univers. Il y en a un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre qui ont commencé à acheter une œuvre, puis 2. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'ils ont eu cette œuvre livrée, et évidemment c'est moi qui l'ai installée dans ce cas-là, dans leurs intérieurs, dans les 24 heures, je reçois un message en disant « mais c'est merveilleux, je suis hyper heureux ». Mais voilà, on n'est pas du tout dans une culture de l'œuvre d'art aujourd'hui en tant que, évidemment pas vecteur de diversification patrimoniale, mais même d'avoir des œuvres chez soi, pas du tout. Donc on essaye petit à petit, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple avec des œuvres figuratives, parce que l'appropriation est simple. Les gens se disent, ok, là j'ai pas besoin d'avoir les codes, je me sens légitime à juste l'apprécier. Après, on est là pour expliquer le parcours de l'artiste, expliquer aussi la valorisation. Mais fondamentalement, l'œuvre parle d'elle-même, et c'est ce qui effectivement... Est-ce que ça vous arrive de revendre, qu'ils viennent vous voir avec une œuvre en disant, j'en ai assez, je ne veux plus la voir, ou je l'ai assez sur vue. Des artistes que l'on ne représente pas, on ne le fait pas. Sur des artistes que l'on représente, effectivement, on le fait, mais on n'est pas les plus opportuns pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les galeries définissent ce qu'on appelle le premier marché. C'est nous qui définissons fondamentalement la cote, la visibilité, la crédibilité et la lisibilité des artistes et de leurs lignes. Le second marché, ce sont les commissaires-priseurs, les maisons de vente aux enchères. L'avantage du second marché, c'est qu'en fait, là où moi je peux avoir, je sais pas, sur Angers, on va avoir 5 personnes qui passent par jour en semaine. Sur Toulouse, on va en avoir 10-15. Sur Valence, je vais en avoir 30 à 50. J'ai plus de flux sur Valence, première ville touristique du monde, enfin première ville la plus agréable du monde, il y a un flux touristique important. Si vous êtes commissaire-priseur, que vous avez accès maintenant à un marché mondial par le biais de Drouot Online, de Interenchères, de Auctions, etc., vous pouvez être une petite maison de vente aux enchères à Riom, en Auvergne, et vendre à des Japonais, avec 10 000 personnes derrière leur écran. Et donc, l'essentiel des flux, effectivement, et de la consolidation des reventes se fait par ce biais-là. Après, c'est vrai que l'art est
ça fait 20 ans que ça surperforme tous les indicateurs mondiaux, notamment les marchés actions, mais pas que l'immobilier, en termes de valeur d'investissement, pour plein de raisons, notamment patrimoniales, de transmission, de capacité aussi d'achat, de valorisation aussi des artistes. Vous avez peu d'assets aujourd'hui, si on prend ça comme un produit, qui prennent 10, 20, parfois 40%. J'ai certains artistes dont la cote augmente de 40% par an, parce que soudain, Universal leur signe un film d'animation. Je pense notamment à un artiste toulousain, City Fouad, qui va bientôt avoir des films d'animation qui vont sortir autour de son univers par Universal. Netflix vient de lui signer un contrat, Shanghai lui a signé des contrats, Airbus, Lufthansa, etc. Donc là, effectivement, il ne peut pas fournir, et pour le coup, il se refuse à prendre créer un atelier, etc. Des nègres, dirait-on, voilà. En littérature. Donc, forcément, là, il ne peut pas fournir et les prix montent. Mais donc dans ce maelstrom-là, on essaye de guider nos clients tout en leur en les rappelant à une réalité qui est que ça reste peu liquide. C'est-à-dire que souvent, le pas de temps pour revendre une œuvre, notamment sur le second marché, c'est plutôt 1 an. Pourquoi ? Parce que ces maisons de vente aux enchères ont des programmations et pour magnifier l'œuvre, ils vont la grouper dans un catalogue qui va être, par exemple, la vente d'œuvres contemporaines. Et donc, une maison de vente aux enchères va avoir une vente d'œuvres contemporaines par an, une vente d'œuvres anciennes, une vente de dessins anciens, une vente de meubles du 19e, que sais-je. Et donc, effectivement, c'est quand même quelque chose qui prend plus de temps à la revente. Parfois, ça m'est arrivé encore cet été, enfin l'été dernier, j'ai quelqu'un qui avait des difficultés financières, un client qui m'a proposé de revendre une œuvre qu'il avait achetée à la galerie 2 ans avant. Dans les 2 jours, je lui ai retrouvé quelqu'un. Une autre fois, ça a été 1 semaine, mais quelquefois, ça peut être 6 mois. Voilà. Mais en tout cas, on est en capacité de le faire, mais on n'est pas forcément même les plus adaptés. Stéphane Debos, on est presque au bout de cette émission, et dans toutes mes émissions, on termine en parlant de livres. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure votre amour pour les mots qui remonte à votre plus tendre enfance. Qu'est-ce que vous lisez ? Qu'est-ce que vous aimez lire ? Qu'est-ce que vous nous recommandez de lire ? Alors, allez-y. Quand j'étais jeune, effectivement, mon livre de chevet, c'était Cyrano de Bergerac. Et je m'étais toujours dit, mais je ne l'ai jamais fait, que je l'apprendrais par cœur. J'en connais certaines tirades. Ouais, c'est énorme à apprendre. C'est une des plus grosses pièces du répertoire français, quand même. Mais vu que j'aime beaucoup le théâtre et que ma 3e vie sera sur les planches, et en tout cas, c'est mon aspiration profonde, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. Cette rythmique, moi qui ai un esprit très matheux, voilà, on était dans des rythmiques qui me touchaient, et cette sensibilité à l'amour aussi. Mais mes livres de chevet depuis des années sont tous les livres de Sylvain Tesson. C'est-à-dire que j'aime beaucoup voyager. Il a une écriture extraordinaire, d'une délicatesse infinie. J'ai un moment assez privilégié qui est le soir, où j'aime à le lire effectivement au lit, souvent même à haute voix, et je me remets en bouche. Il y a des fois, je me surprends qu'on puisse écrire des choses aussi belles. Et donc, il y a des phrases que je peux relire 8-10 fois à suivre. Donc, ça me prend un certain temps pour les lire. Et il a ce géographe wanderer, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire ce citoyen du monde plus que vagabond du monde. Ça permet aussi une évasion. Ça ne donne envie que d'une chose, c'est de suivre ses traces, de parcourir effectivement, que ce soit les steppes mongoles. Pour l'instant, vous n'avez pas le temps. Vous allez parcourir la route jusqu'à Valence, Angers, Toulouse. Oui, mais voyez, pour la première fois, j'ai un neveu qui m'a ramené à cette réalité-là, et à cette envie profonde que j'avais, et qui, sans en avoir le talent, lui a traversé l'Europe à pied. Il a traversé les Alpes à pied, la Cordillère des Andes. Pendant 3 ans, il est remonté d'Ushuaïa jusqu'au Canada à pied, et quand il a récemment fait ça fait une belle distance. Il a fait un petit peu aussi de vélo mais fondamentalement voilà, c'est 3 ans de voyage. Et donc récemment il a traversé les Alpes à pied. Il en a fait un carnet de voyage qu'il m'a fait lire, et j'ai trouvé ça tellement fabuleux, et ça m'a rappelé effectivement Sylvain Tesson, que j'ai pu le convaincre de m'emmener 5 jours en trek. Donc cet été, pour la première fois, j'ai jamais fait de randonnée, j'ai toujours eu envie d'en faire. Je vais commencer par 5 jours en montagne. Je pense que je vais finir lessivé mais heureux. C'est bien. Vous avez lu avec l'effet, le dernier livre de Tesson ? Pas encore ? Non, pas encore. Bon, vous allez voir, vous allez vous régaler, vous allez voyager dans des pays où, franchement, on n'a pas tellement l'habitude d'aller. Alors moi, je parle toujours d'un livre, mais là, j'ai délégué cette importante mission à Maëva. Mais avant, Maëva, vous avez écouté notre invité, vous avez vu qu'il est passionnant et passionné. Vous allez aller acheter quelque chose chez lui ? J'espère qu'un jour, j'aurai les moyens de m'offrir vos œuvres que vous vendez dans vos galeries, oui.
Bon, on ira visiter. On est venu, pour tout vous dire, on est venu hier, mais la porte était fermée puisque vous étiez à Narbonne. Oui. Donc je voulais montrer à Maëva un peu, mais nous allons revenir vous voir. Alors Maëva, vous voulez nous parler de quoi? Oui. De qui? Je veux vous parler d'un livre qui s'appelle La Tresse, qui est écrit par Laetitia Colombani. Ce livre raconte 3 histoires sur 3 femmes dans 3 pays différents. Leurs vies sont complètement opposées et pourtant elles sont liées par leur détermination. Elles portent toute leur famille à bout de bras et sont prêtes à tout pour parvenir à atteindre leur objectif. On suit leur aventure, leur combat du quotidien. Ces 3 femmes, sans se connaître, vont trouver la force en elles pour refuser leur destin et se battre pour le changer. C'est un livre très fort qui a été adapté au cinéma l'année dernière. Je le conseille, il dénonce la place des femmes dans certains pays et les combats qu'elles sont encore obligées de mener aujourd'hui. Merci Maëva, rappelez-nous le titre et le nom de l'auteur. La Tresse, qui est écrit par Laetitia Colombani. Merci à Stéphane Debost de nous avoir fait partager sa passion et on le sent qu'il la porte très haut. Merci Audrey Marchal et puis allez in arte veritas à Toulouse, allez voir la galerie, vous pouvez rentrer, visiter, vous faire plaisir, ressentir des émotions là aussi. Merci Maëva. Merci. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. À la technique, nous avions Léo Touroult. Merci Léo. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. The sun has left and forgotten me. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown.